Mesdames, Messieurs, rebonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet autre espace du Palais du Pharo. Je pense que pendant 3 jours, on vous a permis de visiter le Pharo d'une manière assez originale. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit parcours. On a souhaité être physiquement ici pour 2 raisons. La première raison, c'est que, et je vous l'ai déjà dit ce matin, mais qu'aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale Alzheimer. Et on s'était dit que, comme on est sur une séquence davantage grand public, la vue qu'on avait et l'ouverture vers la cité était un symbole fort qu'il fallait évoquer. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cet emplacement. Cette dernière séquence de l'Université d'été éthique et maladies neuroévolutives va se passer en 2 temps. On va avoir un premier temps d'interview avec le docteur Vincent Valenduc et on va ensuite avoir une clôture des universités d'été avec une séquence davantage institutionnelle qui va marquer l'engagement des acteurs locaux et de la société civile autour des sujets qui sont les nôtres. Vincent, un grand merci d'être parmi nous. Je crois qu'on peut se dire qu'on se connaît, on a déjà eu l'occasion de s'entretenir à différentes manifestations, donc je me permets de te tutoyer. Vincent est auteur du livre « Je suis devenu le parent de mes parents » et il se trouve, hasard du calendrier, que le livre a fêté ses 1 an hier, donc on est particulièrement heureux de pouvoir aussi célébrer ce livre qui a fait un grand bruit l'an dernier dans le champ médico-social sur l'aide aux aidants. Et c'est exactement ce qu'on va décliner comme échange pendant les 45 minutes qui s'annoncent. Bien évidemment, vous pourrez également poser vos questions. Et Vincent, qui était déjà là un petit peu durant le repas, a fait quelques dédicaces et très gentiment, il se propose, si les personnes le souhaitent, refaire une séquence de dédicaces à l'issue de cette séquence. Donc tu es chroniqueur santé à Bonjour la matinale de TF1 et tu es avant tout médecin généraliste. Alors ça va être un peu une discussion un peu informelle, j'avais envie de te poser une première question. Tu es journaliste, tu es chroniqueur santé, tu es une personnalité publique, tu viens avec ce livre nous partager une part de ton intimité, de ta vie personnelle. On sait que ce n'est pas une démarche forcément aisée, simple et anodine. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la télévision et un peu l'histoire que tu as vécue à travers ta maman qui a eu la maladie d'Alzheimer? Il y en a un. Bonjour à tous et merci à l'Université d'été de Marseille pour cette invitation. Effectivement, on pourrait se demander le lien que je peux avoir entre la santé, la maladie d'Alzheimer, la télévision. Alors je vais vous donner mon petit parcours en 3-4 minutes. Moi, je viens du Havre, j'ai grandi au Havre, j'ai grandi dans une famille où tout le monde était ouvrier docker. Mon papa était docker, mon grand-père était docker et moi, ma destination future professionnelle était d'être docker sur le port du Havre, sauf que moi je rêvais d'être médecin et je me souviens très bien, je tenais la main de ma mère quand j'avais 3-4 ans à la sortie de la primaire et lui dire « Maman, je serai médecin » et elle m'a dit « Écoute, passe le brevet des collèges, ensuite on verra bien ». Elle n'avait pas dû sentir que j'avais la graine de la médecine en moi. Et au final, rien ne me prédestinait à devenir médecin et encore moins d'écrire un livre sur cette maladie. Et puis, l'âge de mes 18 ans est arrivé, je suis devenu docker sur le port du Havre. J'avais un casque, des bleus, j'avais des gants en cuir et j'attachais les conteneurs à bord des bateaux. J'ai fait ça pendant 4-5 ans, mais moi, mon rêve d'enfant, c'était de devenir médecin. Vraiment, je vivais pour ça, je savais que j'avais quelque chose à faire en médecine. Alors finalement, à l'âge de 24 ans, j'ai décidé de quitter mon travail de docker sur le port du Havre pour devenir médecin et j'ai commencé mes études de médecine à l'âge de 24 ans. Je suis rentré, c'était à la faculté de Rouen. Comme tous ces étudiants en médecine, j'ai beaucoup travaillé. Et puis un jour, je suis arrivé en 3e année, j'avais 26 ans. Et c'est là que ma maman, âgée de 50 ans, a déclaré les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer.
Et c'est-à-dire qu'au début, on ne s'en rendait pas trop compte. Elle venait plusieurs fois par jour me demander hey, « tu veux manger quoi ce soir ?» Alors je lui répondais des œufs, des œufs, des œufs. Et j'arrivais, le soir, elle me préparait toujours autre chose de ce que j'avais demandé, parfois du poulet ou de la moussaka. Et je me suis dit, bon, je ne me rendais pas compte qu'il y avait une anomalie. Je pensais que c'était simplement une erreur d'inattention et qu'elle venait me voir plusieurs fois par jour dans la chambre uniquement pour savoir comment j'allais et puis pour prendre soin de moi. Mais au final, non. C'était les tout premiers symptômes de la maladie neurologique qui arrivaient. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en réalité, ma maman allait devenir ma première patiente. J'ai, à l'âge de 26 ans, donc, commencé à l'accompagner dans ce projet de l'aidance, où je suis devenu aidant sans trop le savoir, finalement. C'est un jour, en regardant la télévision, un journaliste a utilisé le mot « aidant » et je me suis dit « mais c'est ça, mon sacerdoce a un nom, je suis aidant ». Et avec mon père et mon frère, on a donc été aidants. Et maintenant, le lien à la télévision, c'est qu'en réalité, voilà, maman a eu cette maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer. Et donc, un jour, étant à Paris, j'avais pas mal d'amis qui bossaient en télévision et qui me disaient « mais fais de la télé, fais de la télé, fais de la télé ». Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je n'avais pas vraiment d'appétence pour la télévision. Et un matin, je vais travailler, c'était un jeudi matin, je m'en souviens très bien, de septembre, et 3 amis médecins ont lu une annonce d'une boîte de production qui cherchait un médecin pour un programme télévisé pour France 5, ça s'appelait Zone Bleue, les secrets de la longévité. Et le concept était assez simple, c'était d'aller dans chacune de ces zones bleues. Les zones bleues, c'est des endroits où on vit très longtemps en excellente santé. Il n'y en a que 5 au monde. Il y a une concentration énorme de nonagénaires et de centenaires. Et quand j'ai reçu cette annonce, je me suis dit, c'est pas pour rien. Moi, j'avais une jeune maman très jeune avec une maladie de personnes plutôt âgées, et on me proposait d'aller aux 4 coins du monde voir des personnes en excellente santé. Donc j'ai franchi le cap, j'ai accepté, j'ai passé le casting pour cette émission. Alors croyez-moi, c'était pas mon envie d'être devant la caméra. Mais si j'ai accepté ce programme, c'était pour peut-être trouver une solution pour sauver ma maman. En fait, au fond de moi, j'avais très envie de trouver le secret de cette longévité, mais surtout pour la guérir. Alors je n'ai pas trouvé de secret. Je suis rentré à Paris. Je suis rentré avec plein d'informations et surtout plein d'amour à donner à ma maman. Mais la suite, c'est qu'en réalité, ma maman adorait Télématin. Parce que moi, j'ai grandi avec Télématin. Tous les jours, elle regardait Télématin. Et je me suis Vu les réactions, je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui adoraient Télématin. Oui, parce qu'avant d'être sur TF1, j'étais sur Télématin. Mais j'ai accepté de rentrer à Télématin parce qu'un jour, on m'a proposé d'aller à Télématin. Parce que moi, ma maman regardait Télématin et je me suis dit... si elle ne me reconnaît plus trop à la maison, peut-être qu'elle me verra dans la télévision. Je me suis dit, c'est pour ça que j'ai accepté de rentrer à Télématin en me disant, bah, c'est un signe. Voilà, on me propose d'y rentrer. Si maman ne me reconnaît plus très bien à la maison, peut-être qu'elle me regardera à la télévision. Donc j'ai accepté de rentrer à Télématin. C'était très sympa de faire la vulgarisation médicale et je savais également que gagner en visibilité me permettrait un jour, je ne savais pas quand ni comment, mais que ça me permettrait d'en faire quelque chose pour les aidants pour la maladie d'Alzheimer. Donc je suis rentré à Télématin pendant 4 ans. Et puis ma maman, malheureusement, nous a quittés en avril 2022. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de toute cette histoire, de tout cet accompagnement qu'on a pu faire mon frère, mon père et moi pendant 14 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Je suis devenu le parent de mes parents et qui est sorti effectivement l'année dernière. Effectivement, dans ton livre, tu nous partages tes doutes, tes dilemmes. La thématique de cette année de l'université d'été, c'est dilemmes et choix des personnes malades et des proches. Forcément, on se pose la question à un moment ou à un autre entre le regard professionnel que tu pouvais porter face à la situation et la manière dont toi, tu l'as géré à titre personnel. Je pense, tu parles extrêmement bien de l'errance diagnostique, de la décision d'arrêter tel ou tel médicament. Voilà, on imagine que ça n'a pas été forcément simple et ce qui était intéressant, c'était justement, pardonne-moi l'expression, mais ces 2 casquettes que tu avais face à la situation de ta mère, comment tu t'en es sorti et comment tu... C'était compliqué. Hein, je pense que... Alors si c'était à refaire, je referais tout pareil. Je ne regrette rien. Je pense néanmoins que quand on est un professionnel de santé, c'est un avantage d'être aidant et d'être professionnel de santé, c'est une évidence. Maintenant, oui, ça a été à l'origine de beaucoup de conflits, de frustrations et de grosses difficultés. Mais néanmoins, j'avais beau, à l'époque, je vous disais, moi, la maladie a commencé à arriver dans ma vie, j'avais 26 et maman 50. À l'époque, je n'étais pas médecin parce que je reprenais mes études, donc je n'avais quasiment aucune connaissance sur les maladies neurologiques. Je ne savais même pas que ça pouvait toucher des jeunes patients. Et ce qui est assez compliqué à gérer, c'est de trouver son positionnement de médecin et d'enfant
Et puis aussi par rapport, moi j'allais au rendez-vous avec mes parents, quand il y avait le neurologue en face de moi, je ne savais pas trop comment me positionner. Est-ce que j'étais d'accord avec ce qui allait être mis en place? Ça aussi, c'était un vrai sujet. Mais si j'ai aussi accepté de me livrer dans ce livre, c'est que j'ai trouvé que j'avais été... c'était l'enfer, en fait. Enfin, je trouve qu'on est... pendant mes études, je n'ai pas été spécialement formé au niveau de l'aidance. Je trouve que c'est un parcours où on se perd totalement avec toutes ces appellations, MDPH, le CCAS, le CLIC. Je trouve que c'est l'enfer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce livre, en me disant, j'ai voulu transmettre les clés dont j'ai pu prendre conscience pendant ces 14 ans d'aidance, parce que même aujourd'hui, en consultation, au cabinet, parfois je reçois des couples, que ce soit des parents envers leurs enfants qui sont aidants, leurs maris envers leurs femmes, ou l'inverse. En fait, je vois leurs difficultés. Enfin, c'est terrible de ne pas savoir à quelle porte frapper, d'être noyé dans plein d'informations, mais finalement, elles n'arrivent même pas jusqu'à nous. Donc, c'est la raison pour laquelle ça a été un point important à développer. On l'a largement entendu pendant ces 2 jours. On sait combien ces pathologies, et qui plus est la maladie d'Alzheimer, peuvent impacter toute la constellation familiale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé avec ton frère, ton père ? Comment vous avez fait alliance? On sent beaucoup d'amour dans ton livre et je pense que c'est important aussi de le réaffirmer parce que c'est un élément clé aussi dans l'accompagnement que vous avez pu proposer. Je crois me souvenir que ta maman est restée à domicile, jusqu'au bout. Donc, voilà. Comme beaucoup d'aidants, je pense qu'il y a ce que j'appelle, moi, la promesse. C'est-à-dire que je le vois aussi en consultation. J'ai des patients qui viennent et qui me disent « Non, je lui ai fait la promesse de la garder à la maison ». Ça, je l'entends. Et je le souligne, quand c'est possible de le faire dans des bonnes conditions, tant mieux. Si toutefois, malheureusement, ce n'est plus possible, parce que l'évolution de la maladie a fait qu'on n'est plus en mesure de faire un maintien à domicile dans des bonnes conditions, malheureusement, si l'institutionnalisation doit prendre place, il faut aussi accepter que ça se mette en place. Nous, on y a laissé des plumes, effectivement. Pendant 14 ans, mon père, mon frère et moi, on a vu ce niveau d'aidance augmenter sans trop s'en rendre compte, parce que comme beaucoup d'entre vous, vous le savez, on vit au jour le jour, on ignore et puis on n'a pas vraiment envie de savoir comment sera demain ni après-demain, parce que la priorité, c'est de commencer la journée et de finir la journée. Et avec cette hyper-vigilance dont vous connaissez tous également, le fait de regarder tout le temps son téléphone pour voir si on n'a pas loupé un appel, pour voir si on n'a pas oublié de prendre un rendez-vous. Et puis le niveau d'aidance a augmenté au fur et à mesure pendant ces 14 années. Mon papa, au début, c'était juste couper un peu la viande, et puis après, c'était juste mettre la paire de chaussettes, et ensuite, c'est juste enfiler le pantalon, et puis ensuite est arrivé la toilette, et tout ça, comme beaucoup d'aidants, en refusant de l'aide, parce qu'il y a une majorité d'aidants, bien sûr, qui considèrent que c'est normal et naturel d'aider au quotidien, parce que c'est leur rôle d'époux. Et moi aussi, je le pensais, c'était mon rôle de fils, de juste allumer la télévision pour maman, ou lui mettre la capsule dans la machine à café. Mais en réalité, c'était une erreur. Je pense qu'il faut apprendre à accepter d'être aidé. C'est l'une des premières difficultés. Quand on est aidant, il y a pour moi 2 problématiques lorsqu'on est aidant. Savoir qu'on est aidant, c'est la première des choses. Parce qu'une fois qu'on comprend qu'on est aidant, on comprend qu'on a accès à des aides humaines, financières, matérielles, et puis qu'on a une santé fragile. Et la deuxième chose, c'est accepter d'être aidé. C'est l'une des difficultés, parce qu'on considère toujours que c'est notre rôle, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Tu dis dans ton livre que Mary Poppins t'a sauvé la vie, vous a sauvé la vie. Tu peux nous préciser qui est Mary Poppins et en quoi son aide a été précieuse? Mary Poppins, j'espère que vous la rencontrerez tous un jour, cette Mary Poppins. C'est l'auxiliaire de vie qui a changé notre vie. On a tous une Mary Poppins. Et mon frère et moi, on a longtemps dit à mon père, « Papa, il faut une auxiliaire de vie à la maison, il nous faut des aides. » Et l'erreur qu'on a faite, et je vous le dis, c'est qu'on disait à mon père, « Ce sera bien pour toi, ça va te faire du bien, t'es fatigué. » Une grave erreur. Je pense que pour faire accepter à un aidant de l'aide à la maison, il faut mettre en avant l'avantage que ça présente pour l'aider. C'est-à-dire que quand je dis à mon père, mais papa, si toi tu es malade demain, est-ce que tu as envie que ce soit moi qui te lave les fesses ou est-ce que tu préfères que ce soit quelqu'un dont c'est le métier? Et en fait, en transposant cette situation, il a compris que ma mère préférait sans doute que ce soit un professionnel qui fasse ce genre de soins plutôt que ses enfants ou son mari. Et en acceptant finalement l'arrivée d'une auxiliaire de vie, ça a changé nos vies. Alors, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas eu Mary Poppins du premier coup, ça a été compliqué. On a eu 5, 6, 7 auxiliaires de vie. Ça n'a pas toujours été simple. Et puis, effectivement, un jour est arrivée Sandrine,
que moi j'appelle Mary Poppins, et qui devait être l'auxiliaire de vie de seulement ma maman, et finalement elle a été l'auxiliaire de vie de nos 4 vies à tous, ma mère, mon frère, mon père et moi. Et d'ailleurs, à la fin du film, tu lui rends hommage, tout comme certains métiers peu connus, comme les ergothérapeutes, l'orthophoniste. Tu peux nous expliquer pourquoi cette démarche-là ? Aujourd'hui, pour moi, pour maintenir... parce que pour moi, les dents est un pilier du système de santé. Il est invisible, il a des super pouvoirs. Et si les aidants s'écroulent demain, ça va être des patients, des aidés qui vont finir chez nous, chez les médecins généralistes, ou alors à l'hôpital. Et comme vous le savez, le système de santé est déjà dans une situation bien compliquée. Pour moi, je pense que l'avenir de demain, enfin vraiment, si on veut améliorer les choses, il faut vraiment soutenir les auxiliaires de vie qui font un travail incroyable, avec malheureusement pas assez de reconnaissance. Et il faut pas assez valoriser, et je pense qu'il faut vraiment changer le regard de la société sur les auxiliaires de vie qui font, encore une fois, je le dis, un travail dingue, et les ergothérapeutes. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on pourra vraiment essayer de changer un peu le regard qu'on a sur les aidants, et surtout pour permettre, quand c'est possible, un maintien à domicile dans des bonnes conditions. Vous aurez compris que quand j'ai lu son livre, quand j'ai vu qu'il était médecin généraliste, qu'il nous disait que les personnes qui lui ont sauvé sa vie étaient une auxiliaire de vie, je me suis dit, tiens, il y a quand même sans doute quelque chose à creuser autour de ce livre. Et tu nous parles beaucoup de soutien que toi, tu as pu apporter à ta mère, à ton père. J'ai envie de te poser la question, et toi, qui t'a aidé ? Moi, c'est une psychologue, Églantine. Je balance les noms, je vous le dis, moi. Églantine. Effectivement, quand on est aidant, on est souvent sous l'eau, vous le savez. On n'a jamais le temps de prendre du temps pour soi, et ça aussi, c'est une erreur. Et les amis qui vous disent « prends du temps pour toi », on a envie de les claquer. Parce que les journées, elles ne sont pas assez longues, hein, donc c'est compliqué. Ça fait culpabiliser de devoir prendre du temps pour soi. Alors je me suis mis à courir, mais à part me faire transpirer, ça ne me faisait pas spécialement du bien. Après, j'ai découvert que le chant m'apportait beaucoup de plaisir. Je chantais sous ma douche, mais j'avais aucune plainte des voisins, donc je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc j'ai commencé à prendre des cours de chant en individuel, et j'ai trouvé que c'était génial, parce qu'en fait, pendant 1 heure, j'étais concentré sur les paroles, sur la respiration, et j'adorais chanter Johnny Hallyday, parce qu'il fallait pousser très fort. Ça m'apportait un bien fou. Donc je vous invite vraiment à chercher peut-être du bien-être dans la créativité, dans du dessin, dans du coloriage, dans de la peinture, parce que souvent on imagine un sport de combat ou un sport pour se défouler, c'est possible, mais si ça ne vous soulage pas, pensez à quelque chose de créatif. Et enfin, j'ai poussé la porte d'une psychologue qui s'appelle Églantine, qui effectivement m'a vraiment permis de me garder la tête hors de l'eau. Je suis allé la voir plusieurs fois, hein. Je pense que j'ai payé l'aile gauche de sa maison, parce que c'est vrai que on va pas se mentir, ça aussi, pour moi, il y a un axe d'amélioration à faire sur les psychologues, parce que c'est vrai que ça a un coût. Ça a un coût, et je pense que ça aussi, c'est un des axes clés pour moi, c'est le soutien psychologique, parce que quand on est aidant, on est souvent isolé, vous le savez. Moi, j'avais l'impression d'appartenir à un club fermé avec mon frère et mon père. On avait une carte de membre d'une très jolie maison, très simple, très modeste, ouvrière, et personne ne pouvait comprendre ce qu'on vivait à l'intérieur de cette maison, mais seuls ceux qui avaient la carte de membre pouvaient le comprendre. Et donc je pouvais enfin, pendant un temps donné, m'exprimer et parler avec la psychologue qui était en mesure de me dire que c'était pas normal ce que j'étais en train de vivre. La sensibilisation que tu souhaites faire autour de l'aidance en général, elle est bien évidemment à destination des familles, mais tu dis aussi que les professionnels doivent être sensibilisés à cette notion-là d'aidant. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. On a quand même des professionnels qui sont en face de nous, et c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Oui, parce qu'en fait, je trouve que le mot aidant, il commence enfin à émerger, à être entendu de plus en plus. Et nous, médecins, pourtant je suis assez jeune médecin, hein, je vous le disais, hein, j'ai repris médecine, j'ai commencé médecine, j'avais 24 ans, j'ai été diplômé, j'ai eu le doctorat à l'âge de 33, aujourd'hui j'en ai 42, et je trouve que c'est des mots qu'on n'entend pas beaucoup pendant nos études, et si même on n'entend pas beaucoup le mot, on entend encore moins les aides disponibles qu'on peut mettre en place. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manque dans nos formations. Et moi, j'ai des collègues, des copains médecins qui ont lu le livre et qui m'ont dit, en fait, je ne me rendais pas compte de ce que c'était qu'un aidant. Et aujourd'hui, j'ai vu un couple arriver, un monsieur qui venait pour sa femme qui avait une maladie de Parkinson. Et bien, en fait, à la fin de la consultation, j'ai demandé au monsieur comment lui, il allait.
et s'il était possible de se revoir pour faire une consultation uniquement pour cette personne qui l'accompagnait, parce que c'était un aidant. Et souvent, on ignore que lorsqu'on est aidant, on peut avoir des problèmes de sommeil, des problèmes d'alimentation, des problèmes musculo-squelettiques, des problèmes psychologiques à type de dépression. Et d'ailleurs, il y a des statistiques qui montrent qu'effectivement, un aidant sur 3 peut décéder avant la personne aidée. Et alors moi, ça n'a pas été le cas de mon papa. Je vous disais que j'ai perdu ma maman à l'âge de 64 ans en 2022, après 14 ans d'aidance. J'ai perdu mon père 1 mois après, à l'âge de 67 ans. Tous les deux avaient un tel amour fusionnel que c'était pour lui terrible de rester sans elle. Et puis je pense qu'il avait tellement donné et il avait puisé en toutes ses ressources que c'était compliqué de continuer la vie comme ça. Mais voilà, je pense que c'est pour ça que je tiens absolument aussi à sensibiliser les professionnels de santé, que ce soit infirmiers, kinés. En fait, l'une des difficultés, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le repérage des aidants. On a du mal à repérer les aidants et c'est tous ensemble qu'on peut essayer de faire changer les choses pour essayer de les accompagner au mieux, notamment dans ce long parcours du combattant, mais surtout pour prendre soin de la santé des aidants. Ce livre, qu'est-ce qui t'a appris sur toi ? Qu'est-ce qui a changé dans ta manière, en tant que médecin généraliste, d'accompagner des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou leurs proches ? Je pense que ça m'a appris ce que je n'ai pas appris pendant mes études. Si je n'avais pas traversé cette épreuve, sans doute que je n'aurais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Après, on ne peut pas tout apprendre, hein, donc c'est normal, mais aujourd'hui, lorsque je vois parce que là, je parle des aidants, et je vous en parlais, on peut être parent aidant de ses enfants, on peut être mari aidant de sa femme, et voilà. Et quand je vois des couples en consultation, je prends toujours le temps de dire, moi aussi, à la fin de la consultation, d'expliquer au monsieur que certes, c'est le mari, que certes, il aime sa femme, parce que je le dis, aider, c'est avant tout aimer. Mais en réalité, il faut aussi prendre soin de votre santé, donc je vais prendre le temps de le revoir en consultation, de voir s'il fait bien tous ses dépistages, de voir s'il dort bien. Je suis un peu le médecin un peu embêtant quand même. Mais je tiens à sa santé, parce que pour être un bon aidant, il faut être en bonne santé. Souvent, on parle de cette analogie avec l'avion. Vous savez qu'en cas de dépressurisation de l'appareil, on vous dira toujours dans l'avion de mettre le masque en premier à vous, avant de mettre le masque à oxygène sur la personne que vous accompagnez, parce que si vous tombez dans les pommes, vous ne pourrez pas aider non plus la personne qui vous accompagne. Donc là, c'est pareil, lorsqu'on est aidant, il faut prendre soin de sa santé. Et ça, cette expérience je fais ce que je peux, hein, je ne suis pas le meilleur médecin des aidants, attention, mais mon expérience m'a appris à être vigilant et à prendre soin de la santé des aidants. Hier, ton livre fêtait ses 1 an. Tu en parles encore aujourd'hui. La manière dont le public a accueilli ce livre, est-ce qu'elle t'a surpris ? Est-ce que tu es encore étonné de l'engouement ? Oui, enfin, pendant 14 ans, tu es sollicité de toutes parts encore, j'ai l'impression. Ça me dépasse. En réalité, pendant 14 ans, je me suis senti seul, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, quand on est aidant, on se sent seul et on culpabilise beaucoup. Et lorsque j'ai écrit ce livre, je ne pensais pas qu'il aurait une telle portée. Il a eu 1 an hier, il a été lu des milliers de fois. Je ne m'attendais pas du tout à ce succès sur le livre. Il m'a permis la rencontre de différents membres du gouvernement pour essayer de réfléchir et d'alimenter la réflexion. Mais c'est le retour des lecteurs qui me touche beaucoup, que ce soit par les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, ou alors on arrive à trouver l'adresse de mon domicile. Ne m'écrivez pas chez moi. Mais où on m'écrit pour me partager leurs témoignages. On me remercie d'avoir mis des mots, et souvent ce que j'entends, c'est ce livre, j'aurais pu l'écrire. Vous avez mis les mots sur ce que je n'ai pas réussi à verbaliser, et en fait, ce livre, j'aurais vraiment pu l'écrire avec les mêmes mots. Donc ça, c'est des choses qui me touchent, et je me rends compte que finalement, on est bien au moins 11 millions d'aidants, et que c'est un sujet qu'il est important de porter et de soutenir, parce que ça risque de s'aggraver dans les années à venir. Justement, tu finis avec un véritable plaidoyer en faveur des aidants. J'ai envie de dire, est-ce que nos décideurs politiques t'ont entendu ? Alors, ils ont entendu, mais je ne sais pas s'ils ont transformé l'essai. Enfin, on a parlé de guichet unique, on a parlé de simplification, on a parlé de plein de choses, mais aujourd'hui, c'est toujours pas en place, hein. Moi, je pense que, je vous en parlais, je pense qu'il faut vraiment améliorer le repérage des aidants, il faut revaloriser les auxiliaires de vie, il faut peut-être aussi revaloriser tout ce qui est visite à domicile, parce que c'est compliqué aussi, c'est des choses qui sont
à mettre en place. Mais j'ai quand même une note d'espoir. La Haute Autorité de Santé, il n'y a pas très longtemps, a publié un document pour sensibiliser à l'aidance. Il y aura d'ailleurs un webinaire que je crois prévu la semaine prochaine. Je ne travaille pas pour la HAS, mais je pense que c'est quand même bien de le signaler. Ils veulent sensibiliser le monde médico-social pour essayer de faire avancer les choses, et même au niveau des entreprises, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de salariés aidants. Je pense que c'est un des axes qu'il faut aussi améliorer et soutenir. Il faut être fier d'être aidant, il faut pouvoir être accompagné et même aidé au niveau de l'entreprise, parce que là aussi, plusieurs études montrent que les aidants ont développé des compétences qu'on appelle les soft skills, parce que lorsqu'on est aidant, on est capable d'ingéniosité, on est capable de s'adapter. Mon père était capable de gérer un emploi du temps d'infirmier et de kiné. Il avait, je pense, il aurait pu gagner le concours Lépine. Il était capable d'avoir transformé le gobelet là où il y avait nos brosses à dents. Il s'était mis à limer en forme de lune le haut du gobelet juste pour que ma mère puisse boire sans que ça vienne percuter son petit nez. Il était tout fier de montrer son invention. Bon, bien sûr, je lui ai montré que ça existait déjà sur Amazon, mais il était content. Mais voilà, tout ça pour vous dire que lorsqu'on est aidant, on a ces compétences qu'on ne soupçonne pas. Mais pourtant, c'est un vrai parcours et je pense qu'on peut vraiment être fier d'être aidant. Merci à toi pour cet échange. Je ne peux pas ne pas penser à Catherine Olivet qui nous a tellement inspirés à l'espace éthique et qui nous disait sans cesse « Je ne suis pas une aidante, je suis une aimante ». Et tu l'as redit tout à l'heure autrement également. J'ai suffisamment discuté, on se connaît. Je vais laisser la parole à la salle. On a nos hôtesses qui sont là avec les micros. Donc n'hésitez pas à poser quelques questions à Vincent. Oui, bonjour. Je voulais savoir pourquoi le choix de ce titre. Est-ce qu'on devient parent de ses parents ou est-ce qu'on n'est pas juste enfant autrement ? Pourquoi le choix de ce titre-là pour cet ouvrage ? Comme beaucoup d'aidants, je pense, enfin du moins les enfants, quand on traverse cette période de vie, c'est vraiment le sentiment qu'on a. C'est-à-dire que quand vous vous mettez à donner à manger à votre maman à la petite cuillère, comme vous le feriez pour un enfant, comme vous vous mettez à changer une protection, comme vous feriez pour un enfant, quand vous prenez les rendez-vous, c'est une phrase qu'on peut ressentir, c'est une phrase qu'on se dit, en fait, on se dit, mais c'est étonnant, moi je n'avais pas d'enfant, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et pour avoir parlé avec d'autres aidants, c'est une phrase qui est beaucoup pensée, réfléchie, dite et prononcée. Maintenant, oui, sur les faits, je n'étais pas le parent de mes enfants. Et ça, c'est une évidence, et je peux vous dire... Pardon, les enfants de mes parents. Parents de mes enfants. Je suis devenu le parent de mes parents, voilà. Qui a écrit ce livre ? À cause des dédicaces, on n'a pas pu beaucoup lui donner à manger, donc voilà. Faut lever les jambes si je tombe. Bref, je vous donne le conseil. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, j'ai perdu mes 2 parents en 2022, à un mois d'écart, et je peux vous confirmer que c'est bien mes parents que j'ai perdus et non pas mes enfants. C'est le toit que j'ai perdu au-dessus de ma tête, c'est la protection de mes parents que j'ai perdu au-dessus de moi. Mais pendant cette période, cet intervalle de temps, pendant ces 14 années, surtout vers la fin, c'est un sentiment qu'on ressent et c'est assez étonnant, mais je ne peux pas le dire autrement que ça. Bonjour, je rebondirai sur prendre du temps pour soi. C'est un témoignage que j'apporterai en tant qu'aidante aussi. Ça a été souvent justement quelque chose que j'entendais. Parfois on disait elle a la tête dans le guidon. C'est vrai, elle ne pense pas assez à elle, elle est trop focalisée sur son enfant. Mais j'avais 3 enfants, j'avais mon travail, j'avais une maison, une vie quotidienne comme tout un chacun. Et j'avais donc aussi à anticiper ce qu'allait être le projet de vie de ce 3e enfant. Et donc un sens de la responsabilité qui était présent. Pas pour expliquer ou excuser, en tout cas dans un quotidien de vie. Et ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il a été essentiel de trouver ce qui allait me correspondre pour avoir du temps pour moi. Et ça a été tout simplement un café en début d'après-midi, quand j'avais un temps de répit parce que mon enfant, par sa fatigabilité pendant de longues années, a eu besoin d'une sieste réparatrice. Et donc dans ce temps-là, je m'accordais un quart d'heure qui a toujours été très précieux. Ça a été la première fois, les premiers temps, et puis j'y ai ajouté des petits mots barrés, et puis voilà. Puis il y a eu un autre temps précieux à un moment donné dans les journées,
c'était de pouvoir pratiquer le point de croix, parler de créativité, et parfois juste 10 minutes. Et donc j'avais opté pour des abécédaires, et comme ça je pouvais réaliser une lettre, puis une autre, puis une autre. Et il y a simplement 3 ans, je les ai enfin encadrés et posés dans une maison. Quand je les ai vus sur le mur, j'ai vu le parcours de tout ce temps qui avait été pour moi et qui avait été finalement créateur, qui m'avait enrichi, qui aujourd'hui était symbole d'une beauté que d'autres remarquaient et qui était aussi signe finalement d'un parcours d'accompagnement dans lequel j'avais su penser à moi, par-delà les aides psychologiques, etc. Hein, voilà, donc merci à vous. Merci madame. Merci à vous. Je vois 3 mains levées, donc une au bout, professeur Secaldi, et une autre là-bas. Je voulais dire qu'il existe un outil pour les aidants pour essayer d'évaluer leur état d'épuisement. Malheureusement, c'est dans ces termes-là qu'on en parle, qui s'appelle la grille de Zarit. C'est un outil d'auto-questionnement que moi j'ai utilisé pour mon oncle qui accompagne sa femme avec la maladie de Parkinson. Et ça lui a permis effectivement d'aller chercher cette aide qu'il n'était pas capable de faire alors qu'il était épuisé et qu'il parlait de divorce après 60 ans de mariage, divorce auquel il n'a jamais pensé, évidemment. Merci de ce partage. Donc il y avait Mathieu. En tant qu'aidant médecin, le thème de ces universités, c'était les dilemmes. Est-ce que vous avez été confronté à des dilemmes selon la position dans laquelle vous étiez? Oui, mais j'ai essayé de les contourner avec une forme de sécurité. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai été aidant et médecin. Et parfois, une décision médicale a dû être prise, même sur des pathologies toutes simples, surtout les week-ends, l'infection urinaire ou remplir des dossiers ou des choses assez particulières. Mais en tout cas, d'un point de vue médical, je n'ai jamais pris la main sur les décisions thérapeutiques. À chaque fois que j'ai dû le faire parce qu'il n'y avait pas de médecin de disponible, je demandais toujours la confirmation du généraliste. J'envoyais un texto. Donc ça, c'était un des avantages parce que lorsqu'on connaît le confrère ou le consoeur, c'est toujours plus simple. Mais pour ne pas faire d'erreur médicale, je faisais ça. Alors que pourtant, prescrire un Monuril, tout le monde sait faire hein, sur une infection urinaire. Mais au fond de moi, je ne voulais pas du tout. Je voulais garder quand même mon discernement. Et voilà. Et parfois même, il m'est arrivé un dimanche d'appeler la ligne parallèle du 15 juste pour pouvoir parler à un confrère, lui dire voilà, il y a tel tableau, est-ce que je peux mettre tel antibiotique en route? Parce que je ne voulais vraiment pas faire d'erreur dans la prise en charge et dans ma réflexion. Et ensuite, la difficulté lorsqu'on est arrivé sur la fin de vie, ça c'est un vrai sujet. Quand on a vu que les choses commençaient que ça allait devenir compliqué, le positionnement devient dur parce que nous on voit les choses. Enfin moi je voyais les choses, hein, j'avais quand même une petite connaissance et même tout au long de la maladie, on connaît les signes, on sait l'aggravation quand les troubles de la déglutition commencent à apparaître, c'est toujours parfois des choses compliquées. Et la difficulté, c'était à la fois d'être assez clair avec mon papa, sans non plus prendre le rôle du neurologue parce que c'était pas à moi de le faire. Et là aussi, donc j'ai échangé beaucoup avec le neurologue par message sur les traitements, sur les indications, et j'essayais de ne pas chanter personne. Mais sur la fin de vie, on a pu faire intervenir des soins palliatifs à domicile pour l'évaluation, pour voilà, je pense que lorsqu'on est aidant, il y a quand même des précautions à prendre pour, du moins lorsqu'on est aidant et soignant, je rajouterais, il y a des précautions à prendre pour ne pas avoir ce sentiment de surpuissance et de surpouvoir et pour éviter les erreurs. Donc voilà, de temps en temps, j'envoyais des messages aux confrères juste pour verrouiller que je n'avais pas mal réfléchi et que j'allais dans le bon sens. Une observation, je veux juste rebondir sur le fait que je suis là aussi en tant que membre du collectif Je t'aide. Je voulais dire 2 choses. La première, c'est que début octobre, le 6 octobre, ce sera la Journée nationale des aidants. C'est la 15e édition et cette année, justement, le thème retenu, c'est l'auto-reconnaissance des aidants. Je vous invite à vous rendre sur le site du collectif qui recense énormément d'événements qui vont avoir lieu tout le long du mois d'octobre sur toute la France. Et il y en a peut-être près de chez vous. Je voulais signaler aussi que le site du collectif a mis en place maintenant une foire aux questions qui est extrêmement bien faite,
qui est très précieuse et qui aborde vraiment bien différentes thématiques comme le répit, qui vous guide un peu parmi tous les acronymes qui sont parfois assez rébarbatifs. L'autre chose, oui, ce sur quoi je voulais rebondir aussi, c'est sur le soutien psychologique. On ne le sait pas forcément, mais maintenant, il y a un parcours qui s'appelle le parcours psy pour les proches aidants, sur prescription du médecin traitant, qui est remboursé par la sécurité sociale. C'est 8 séances par an, ce qui est quand même relativement appréciable. 8 séances par an, ça en fait plus d'une, c'est à peu près une toutes les 6 semaines, et c'est important de le savoir. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. À quelle heure on te voit le matin sur la matinale de TF1 pour faire augmenter les audiences de cette séquence matinale qui est une nouveauté sur TF1 ? À 8h22 après le retour pub. Du lundi au vendredi ? Du lundi au jeudi. Du lundi au jeudi. Ça continue le vendredi, mais moi je fais que du lundi au jeudi. Un grand applaudissement pour Vincent. Merci de Merci de t'être rendu disponible, merci de ta fidélité. On va continuer cette séquence dans d'autres lieux et d'autres villes, mais en tout cas un grand merci.